Je salue la réflexion initiée par le Conseil économique, social et environnemental de la République française sur le socle de l'Europe sociale. Vous savez qu'ici au Parlement européen et dans la commission emploi, affaires sociales, dans laquelle je siège depuis bientôt une dizaine d'années, c'est un sujet absolument essentiel. Ce n'est pas un sujet facile, surtout à un moment où montent les populismes à travers toute l'Europe, mais c'est un sujet essentiel, tout à fait central de travailler sur ce socle social de l'Europe. Et justement, d'abord, parce que les populismes montent. En effet, on voit bien qu'aujourd'hui, si l'on veut rapprocher l'Europe de l'ensemble de nos concitoyens, c'est par le côté humain et social que l'on va pouvoir à nouveau faire réadhérer la population européenne, les citoyens européens, avec cette très belle idée de développement de l'Europe. Et donc, pour moi, construire l'Europe sociale, c'est un passage obligé de la lutte contre les nationalismes, de la lutte contre les populismes. Et là, il n'y a pas à s'égarer. Mais s'il fallait un autre argument, il faut absolument se tourner vers toutes les études que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Le premier point qui me semble tout à fait essentiel dans ces études et qu'il faut absolument retenir, c'est que d'ici 2025, nous allons avoir 15% des métiers de bas niveau de qualification qui vont disparaître. Qu'au sommet de la pyramide de l'emploi, nous aurons besoin de 15% de plus de métiers de très haut niveau de qualification. Et donc, il s'agit de faire bouger l'ensemble de la pyramide de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ça n'est pas la formation qui va nous permettre de répondre aux nouveaux besoins. Les gens sont déjà dans l'emploi, les salariés sont dans l'emploi et il nous faut les faire évoluer. Évolution de l'ensemble de la pyramide de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir procéder très rapidement à des évaluations de compétences, à des validations de compétences pour pouvoir faire progresser les uns et les autres dans la pyramide de l'emploi. Le deuxième point, extrêmement important, c'est que les 10 métiers qui recrutent le plus aujourd'hui n'existait pas il y a 10 ans. On voit donc qu'il y a un renouvellement des besoins des entreprises et qu'à ce renouvellement des besoins des entreprises, la formation initiale seule ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que le temps de la formation n'est pas le temps de l'entreprise. Le temps de l'innovation, le temps de la recherche, le temps de l'évolution dans les entreprises est beaucoup plus rapide. Donc il faut à la fois avoir une évolution dans le concept même des formations, mais aussi il faut que l'évolution dans l'emploi, la validation des compétences puisse permettre de répondre à ces nouveaux besoins. Enfin, le troisième point, c'est que nous avons toujours, et particulièrement en France, mais aussi au niveau européen, réfléchi à la formation et à l'entrée sur le monde du travail en termes de diplôme. Or, aujourd'hui, on voit bien que toute cette mobilité, qui est aussi bien une mobilité géographique qu'une mobilité dans l'emploi, ne peut être portée que par une formation par compétence. Parce que seule la formation par compétence permet à la fois l'évolution professionnelle dans l'entreprise, mais permet aussi une meilleure lisibilité, une meilleure transférabilité, une meilleure évolution dans l'ensemble des postes. Donc on voit des changements tout à fait considérables
en matière de formation pour répondre aux besoins de l'emploi. Le deuxième grand point sur lequel je voulais intervenir, c'est finalement quel socle de quel socle social a besoin l'Europe. Je travaille aujourd'hui en tant que rapporteur sur la nouvelle directive sur les travailleurs détachés. Vous imaginez le travail considérable qu'est cette nouvelle directive sur les travailleurs détachés. Pour nous, au niveau européen, il y a des libertés qui sont absolument incontournables, intangibles, à préserver et même à cultiver. C'est la mobilité des citoyens, et vous voyez tout ce que cela veut dire aussi en termes sociaux, et la mobilité des travailleurs. La mobilité des travailleurs est un droit absolument aujourd'hui intangible. Ça signifie bien sûr à ce moment-là une lecture européenne des curriculum vitae, mais ça veut dire aussi certainement une harmonisation des droits. Or, vous savez, des droits sociaux. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la mobilité des travailleurs, elle a un double mouvement à travers toute l'Europe, puisque les salariés se déplacent des pays à bas niveau de salaire et à faible protection sociale vers les pays plutôt l'ouest de l'Europe, à haut niveau de salaire et haute protection sociale. Mais en même temps, il y a un deuxième mouvement qui va cette fois-ci d'ouest en est, qui est un mouvement d'entreprises qui veulent profiter des bas salaires et de la faible protection sociale. Devant ce double mouvement, il nous faut réagir avec cette révision de la directive de 96 sur les travailleurs détachés, qui est aujourd'hui devenue incongrue, qui ne correspond plus à la réalité de l'Europe aujourd'hui. En 96, qu'est-ce que c'était l'Europe? C'était 15 États membres et des écarts de salaire qui allaient de 1 à 3, les salaires minimums. Aujourd'hui, l'Europe, c'est 28 États membres avec des écarts de salaire minimum qui vont de 1 à 10. Et c'est justement ces écarts de salaire qui permettent ce jeu de double mouvement des salariés et de mouvement des entreprises. Donc, dans notre nouvelle directive sur les travailleurs détachés, dans cette réadaptation, dans cette adaptation à la réalité même de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, il va nous falloir savoir préciser ce qu'est un travailleur détaché, à partir de quand est-on considéré comme un travailleur détaché, quelle est la durée des contrats, quels sont les droits légaux, quel est le contrôle que l'on peut exercer sur les travailleurs détachés, de telle sorte qu'on arrête cette espèce de jeu, ce dumping social à travers toute l'Europe entre salaire à bas coût et faible protection sociale et salaire à haut coût et haute protection sociale. Enfin, il faut tordre le cou. Tordre le cou à une idée qui est ancrée dans les médias, comme dans la totalité des esprits, c'est que c'est toujours les travailleurs salariés de l'Est de l'Europe qui viennent vers l'Ouest. Effectivement, la Pologne, par exemple, est un pays qui est fortement exportateur et les pays qui accueillent des travailleurs détachés sont l'Allemagne, la Belgique et la France. Mais il faut vous dire aussi qu'en ce qui concerne la France, nous avons énormément de travailleurs détachés français qui vont travailler dans d'autres pays européens. Nous sommes le 3e pays exportateur de travailleurs détachés. Et donc, dans cette nouvelle directive, il faut que nous ayons un équilibre bien senti, bien construit, pour une directive qui doit aussi bien correspondre aux intérêts des uns qu'aux intérêts des autres. C'est-à-dire que c'est une directive qui doit être
gagnant-gagnant, adapté à la situation nouvelle, mais qui doit permettre à tous d'être travailleurs détachés avec d'égal droit. Vous imaginez, est-ce que les Français seraient très heureux qu'on leur donne les droits du pays d'accueil quand ils vont travailler en Bulgarie? Non. Il y a une préservation de l'égalité des citoyens européens qui doit être absolument non seulement préservée, mais construite, et c'est bien notre engagement. Alors, j'insiste sur cette directive des travailleurs détachés parce que pour moi, pour nous, Européens, elle doit être le nouveau socle de l'Europe sociale. Pas de place pour le dumping social. Oui, l'Europe doit avancer de façon humaine et la directive sur les travailleurs détachés en est le socle. Je pourrais rajouter d'autres travaux que nous avons menés personnellement à l'intérieur de ce Parlement européen. Je pense à la directive sur le travail, l'organisation du travail des gens de mer, c'est-à-dire des équipages sur les bateaux de pavillon européen. Pensez qu'aujourd'hui, il n'existait pas de directive cadrant le travail des équipages sur les bateaux de pavillon européen, ce qui est quand même assez monstrueux. C'est chose faite, je suis l'auteur de cette nouvelle directive. Et puis je pense à un autre secteur sur lequel il nous faut aussi construire l'Europe sociale, c'est le domaine de la santé. Et je suis heureuse que depuis le 17 juin, la directive que j'ai bâtie sur la santé des travailleurs soumis aux champs électromagnétiques soit rentrée en vigueur dans l'ensemble des États membres. Donc vous voyez, sur l'organisation du travail, nous avons beaucoup à faire, mais aussi sur la santé, sur les droits sociaux. Je ne parlerai pas de l'exemple du congé de maternité qui a été planté depuis quelques années, ou sur la directive sur le temps de travail, stoppée depuis 2008. Oui, nous avons du pain sur la planche pour construire une véritable Europe sociale. C'est pour ça que je suis très heureuse que vous teniez ce colloque, cette réflexion. Vous savez, je suis très attachée en tant qu'ancienne présidente de la région Poitou-Charentes au travail avec les conseils économiques et sociaux régionaux, le Conseil économique et social de la République française dans laquelle j'ai moi-même siégé. Et puis je travaille beaucoup aujourd'hui avec le Comité économique et social européen. Sachez que vos travaux ne sont pas vains, ils nous éclairent et nous en avons besoin. Bon travail!